Pour commencer un petit peu sur la saison passée, vous avez de nouveau atteint la demi-finale. Qu'est-ce que vous tirez un petit peu avec le recul de cette saison 2019-2020 où vous avez fait à la fois une phase de poule parfaite, hein, avec 6 victoires, puis après des phases finales quand même relativement convaincantes? Ouais, ce qu'on retient, c'est surtout notre phase de poule qui a été, comme vous l'avez dit, assez aboutie, réussie, malgré le fait de perdre sur le plan du goal-average, puisque on sait très bien que la suite des phases finales en Coupe d'Europe sont liées au classement général et ça va être un peu l'idée de la nouvelle formule. Et il nous a manqué quelques points au goal-average général pour peut-être recevoir une demi-finale et je pense que c'est cette limite-là qui nous a amené à peut-être pas être en mesure de battre Exeter avec le contexte sanitaire que l'on a connu et les difficultés que l'on a rencontrées pour atteindre ce fameux match et cette demi-finale. Mais le parcours reste un parcours qui a solidifié l'expérience de l'équipe et qui doit nous permettre d'avancer, de continuer d'avancer. Parce que vous aviez quand même encore de jeunes joueurs dans ce groupe qui ont confirmé au plus haut niveau qu'ils étaient présents. J'imagine que pour vous, le manager, ça a été un gage de satisfaction. Ils continuent leur ascension. Je crois que la particularité de la compétition européenne reste, on voit rarement des équipes fulgurantes gagner rapidement cette compétition. Il faut qu'elles s'éprouvent et qu'elles se construisent dans cette compétition au fil des années. Nous, c'était deux quarts de finale il y a quelques années, deux demi-finales dans la foulée. Maintenant, la nouvelle formule, j'ai envie de dire, va être aussi un petit peu liée à notre championnat, donc ça rebat un petit peu les cartes, mais on va considérer que l'expérience est de journée en journée, de sortie en sortie, en train de grandir au Stade Toulousain. Et donc, on l'a vu, même en ayant 6 victoires, 27 points, un parcours parfait en soi, ça ne suffit pas finalement pour avoir, vous l'avez dit, une demi-finale à domicile. Dans un discours de manager, c'est toujours la perfection qu'il faut aller chercher, ou en tout cas le zéro faute pour avoir le maximum de chance. C'est vraiment cette exigence au plus haut niveau. Au-delà de l'exigence, c'est surtout la régularité et la capacité on va dire, la compétition européenne est un sprint. On vit dans notre quotidien et dans notre championnat national quelque chose qui est assez long, assez âpre et qui se déroule quasiment sur 10 mois et demi. Quant à la Coupe d'Europe, on sait très bien, encore plus dans la nouvelle formule, que c'est un sprint et que la moindre. Moi, j'ai toujours dit que c'était un 110 mètres haie et avec très peu de haies et que la moindre haie touchée, malheureusement, te sort du jeu. Donc, il faut vraiment se mettre dans les meilleures dispositions pour être en mesure de gagner cette compétition. Alors, cette nouvelle formule, parlons-en. C'est vrai qu'elle est très, très inédite et pour certains très excitante, notamment dû au fait qu'il n'y a pas d'affrontement franco-français. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement? Bon, moi, je fais partie de ceux qui militaient pour le changement de formule, pour éviter ces non-matchs dès l'instant qu'une équipe était éliminée, ou en tout cas, on avait le sentiment. Donc, on pouvait, sur les 6 matchs, avoir des équipes qui lâchaient un peu trop tôt. Aujourd'hui, Mhm. cette double confrontation aller-retour a plus, ou en tout cas, nous ramène à des matchs de phase finale quasiment directs avec un sixième, un huitième de finale, aller-retour. Et si vous êtes dans les 4 premiers de cette fameuse poule de 12, vous avez un quart de finale à jouer aller-retour aussi. Donc, moi, je le considère comme d'ores et déjà des matchs de phase finale à élimination directe. Ouais, c'est vrai que ces quarts de finale, notamment, qui s'inspirent un petit peu de la formule qu'on retrouve en Ligue des Champions de foot, ça amène quelque chose de très excitant parce que c'est vrai qu'on peut perdre de peu finalement, peut-être à l'extérieur et se rattraper à la maison. C'est assez, oui, excitant comme formule. Oui, et puis je pense que c'est la particularité de notre sport, la particularité du rugby des clubs pour lequel on milite fortement. Et cette particularité-là, ce phénomène de phase finale, cette capacité à se qualifier très rapidement avec des matchs, encore une fois, à quasi-élimination directe, je pense que c'est une formule qui est idéale.
Alors, un petit mot sur vos deux premiers matchs. Vous allez bien évidemment retrouver des adversaires qui vous sont très familiers. Déjà, on va commencer par ce premier rendez-vous au Kingspan Stadium face à l'Ulster le 11 décembre. Bon, un adversaire que vous avez battu l'an passé en quart de finale, un adversaire qui vous a aussi malmené il y a quelques saisons, je crois en 2016, en phase de poule. Voilà, un petit mot sur ce déplacement en Ulster lors de la première journée. Bon, c'est un adversaire qu'on connaît bien pour l'avoir étudié longuement. On devait les jouer juste, juste après le premier confinement en France. Une équipe composée de joueurs irlandais et de base de l'équipe d'Irlande, avec quelques joueurs étrangers qui leur amènent une réelle plus-value. Oui, qui est toujours très difficile à manœuvrer sur ces terres. Peu d'équipes arrivent à gagner en Ulster avec un contexte très particulier. Reste à savoir dans quelles conditions on va aller jouer là-bas, même s'il semblerait que le huis clos soit prononcé pour les prochaines semaines. Mais oui, c'est une équipe très délicate à manœuvrer, même si on a réussi notre quart de finale avec un contexte que l'on connaît tous. On s'attend à une toute autre rencontre, notamment sur le match de vendredi prochain. Alors, vous êtes plutôt en forme hein, en championnat. Vous estimez que, oh, quand même, vous avez fait de belles choses. Vous estimez que là, pour le début de la Coupe d'Europe, vous avez quand même toutes les armes justement pour aborder, comme vous le souhaitez, cette compétition? On va considérer que le calendrier aujourd'hui reste quand même assez chargé et assez flou avec ces compétitions internationales qui sont venues s'ajouter. Donc, ça décale un petit peu la préparation pour une compétition européenne qui reste un objectif pour le Stade Toulousain. Donc, du coup, j'ai plutôt envie de vous dire que ce n'est pas dans la meilleure condition ou dans les meilleures conditions qu'on prépare cette échéance-là. Mais il faut faire avec. C'est comme ça. On connaissait les problématiques, même si, encore une fois, l'intersaison a été mouvementée, notamment sur les calendriers internationaux qui sont venus un peu chambouler tout ça. Nos échéances en termes de championnat sont quand même assez lourdes aussi. Donc, non, on va entamer sur les 2 prochains mois quatre matchs européens et 4 rencontres ou 5 rencontres même de championnat de haut calibre avant une petite trêve. Donc, il nous reste 9 matchs avec un effectif qui a été beaucoup chamboulé par les départs, les internationaux, mais qui va retrouver au fil du temps, je l'espère, ses forces vives. On n'est pas totalement, on va dire, à effectif complet, mais on devrait y tendre assez rapidement. Alors, il y a ensuite, lors de la deuxième journée, ce choc hein, face à Exeter, une équipe qui vous a battu en demi-finale, une équipe que beaucoup finalement ont appris à connaître la saison passée, même si elle réussit de belles choses depuis plusieurs saisons. Quelle impression vous a laissé cette équipe d'Exeter et qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce que le Stade Toulousain devra faire justement pour essayer de rivaliser? Bah, nous, ce jour-là, on a rivalisé une bonne partie du match en essayant de jouer le rugby qui nous est propre. Et je pense qu'Exeter a été aussi au bout de ses convictions et au bout du rugby qui fait ses forces et sa force depuis quelques saisons. C'est le champion d'Europe en titre. Je pense que l'hégémonie n'est pas près de s'arrêter tant ils ont construit un effectif costaud, tant ils ont été en mesure aussi de dominer le championnat anglais. C'est vrai que l'absence des Saracens, au moins sur les 2 prochaines éditions, va permettre aussi à Exeter, un peu comme un Toulon dans son temps, d'exister dans une période assez compliquée. Mais nous, voilà, il nous tarde de rejouer cette équipe, il nous tarde de rejouer, de se confronter à ce qui se fait de mieux pour continuer de progresser, continuer d'évoluer. Mais il nous tarde d'accueillir le champion d'Europe, bien évidemment, à Ernest Vallon assez rapidement, d'ici une grosse quinzaine de jours. Alors, quand on est quadruple champion d'Europe, quand on reste sur deux demi-finales de Champions Cup, j'imagine qu'on ne peut comment dire, ambitionner autre chose que bien évidemment une finale qui se disputera, on le rappelle, en plus à Marseille en France. Oui, ça, pour l'instant, ça nous paraît très loin. Ouais. On va se concentrer sur les premières échéances. Comme je vous l'ai dit auparavant, la difficulté de cette compétition-là, avec un classement où tout le monde croise des matchs et tout le monde se retrouve à être confronté sur une poule de 12, fera que chaque rencontre, ou en tout cas chaque point laissé en route,
empêchera malheureusement cette qualification. Donc, notre poule est très relevée. Je n'ai pas envie de dire que c'est la plus grosse, mais elle semblerait être quand même assez fournie. Et il est clair que très rapidement, on va voir se dessiner les équipes qui sont en mesure de se qualifier. Mais voilà, nous, on a toujours l'ambition d'exister à très haut niveau. On a toujours l'ambition d'exister dans cette compétition. On est très attaché à la Coupe d'Europe. On est très attaché à la Champions Cup. Donc, à nous d'être à la hauteur de notre passé glorieux. Alors, puisque vous parlez de passé glorieux, juste une petite question rapide. Vous, bien évidemment, votre premier souvenir européen là, qui vous vient à l'esprit, ce serait lequel? Ben, moi, le premier souvenir européen en tant que joueur, j'ai eu la chance de gagner la première Coupe d'Europe. Donc, forcément, j'ai et on a une histoire très, très affective, très profonde avec le club. Et puis, en tant qu'entraîneur, il est clair que voilà, on a perdu contre deux équipes en demi-finale, le Leinster et Exeter, sur des rencontres qui nous ont un petit peu échappé en termes d'expérience. Et je crois que notre jeune groupe et notre jeune équipe commencent à exister de plus en plus au niveau international. Nos joueurs existent de plus en plus au niveau international. Donc, il n'y a pas de raison que sur les prochains mois, et je l'espère rapidement, on n'existe pas encore. Alors, en attendant de savoir si les matchs pourront se jouer ou pas avec des supporters ou s'ils resteront à huis clos, qu'est-ce que ça va signifier pour le monde du rugby, pour un entraîneur, pour des joueurs, de retrouver des stades pleins avec des supporters? On connaît la ferveur des supporters toulousains. Qu'est-ce que ça va représenter un petit peu ce jour-là, ce moment-là où vous allez revivre ces émotions avec vos supporters? Ben, on attend ça. Malheureusement, on attend avec impatience, on attend le retour des supporters dans notre club, et on attend surtout la capacité qu'on aura à avoir un certain nombre de supporters, puisqu'aujourd'hui, c'est assez flou. Les règles changent d'un pays à l'autre. Les conditions sanitaires ne sont pas encore remplies pour accueillir totalement des stades pleins. On ose espérer que si ce n'est pas sur la période de poule, ça le sera au moins sur les phases finales de Coupe d'Europe. Donc, à nous d'y être pour pouvoir profiter de ce moment-là, parce que nos supporters, nos partenaires ont été lourdement impactés par cette situation-là. Et malheureusement, cette proximité, cette capacité dans un club comme Toulouse à avoir beaucoup de liens avec les personnes qui nous entourent, ben, nous manque, et manque forcément aux gens qui nous accompagnent. Mais le seul moyen que l'on a, c'est de se donner un peu de temps. Et le fait de se donner du temps, c'est de gagner les matchs. Et en gagnant les matchs, on se donnera peut-être la possibilité de rejouer une campagne européenne cette saison devant nos supporters. En admettant voilà, que les conditions soient optimales, vous pensez quand même qu'il y aura une émotion particulière ce jour-là et que pour les joueurs, ce sera une excitation, une adrénaline d'avoir cette ferveur derrière soi qu'ils n'ont pas connue depuis quasiment un an? Ben, c'est évident. Après, on se rend compte de l'absence et malheureusement des gens qui peuvent nous manquer une fois qu'ils ne sont plus là. Donc, c'est souvent ça. Et les supporters ne dérogent pas à cette règle-là. Un stade plein nous manque vraiment. On voit que ça ajoute aussi ce petit supplément d'âme de les moments clés. Donc oui, il nous tarde. Je pense qu'il tarde à tout le monde, mais il faut savoir raison garder, savoir respecter les règles. On en a payé le lourd tribut lorsqu'on s'est déplacé, notamment chez nos amis d'Exeter en demi-finale, où les conditions ont été terribles pour nous. On a été reçus malheureusement pas dans les meilleures conditions, mais c'est comme ça. Et à nous de se servir de cette expérience pour grandir, pour être en mesure de revivre en tout cas des phases finales européennes très rapidement. D'accord. Alors, j'ai quelques questions assez rapides sur votre groupe de joueurs. Alors, quand on pense aux jeunes joueurs du Stade Toulousain, alors bien évidemment, on pense à Antoine Dupont, à Romain Tamac, à d'autres, mais est-ce qu'il y a, selon vous, des jeunes qui, cette saison, vont se révéler ou vont pouvoir avoir un impact réel en Coupe d'Europe, des jeunes joueurs que peut-être le grand public ne connaît pas? Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit? Ben, des noms, pas forcément de manière individuelle, mais aujourd'hui, on va avoir une liste de quasiment 11-12 joueurs qui auront été sollicités par l'équipe de France sur la période internationale automnale, et dont 3-4 néo-internationaux comme Mathis Lebel, Rodrigue Netti, Dorial Deguerry, qui confirme qu'il a ce niveau-là. Donc, beaucoup de jeunes joueurs encore qui seront susceptibles d'être importants dans le dispositif européen. Pour autant,
on va encore s'appuyer aussi sur nos hommes de base, nos Yoann Huget, Max Médard, Joe Tekori, qui sont des hommes de base du club et qui sont des garçons capables d'amener l'exigence nécessaire au haut niveau et particulièrement au haut niveau européen. D'accord, très bien. Alors j'ai vraiment des questions, c'est très rapide, très simple concernant vos joueurs. Alors à l'entraînement, quel est le joueur qui est vraiment pas le plus bosseur, mais celui vraiment qui aime s'y filer, qui adore ça, qui est le plus assidu, en tout cas le plus demandeur de s'entraîner, quelqu'un qui fait des heures sup pour s'entraîner, qui adore ça. Après, vous savez, aujourd'hui, des bons professionnels de rugby, tous les clubs en disposent beaucoup. Et moi, j'en ai pas forcément un qui se distingue par rapport à ça, tant ça reste des passionnés, ça reste des joueurs qui ont conscience des exigences du haut niveau. Donc, vous citez quelqu'un en particulier, j'en ai pas forcément un qui me vient en mémoire. Ce qui est sûr, c'est que des garçons comme Joe Tekori, comme Jérôme Queneau, qui ont une longévité exceptionnelle, passent par très peu d'entraînement loupé et une capacité à se tenir à des exigences de haut niveau au quotidien, et ça fait la différence. Mais un Yoann Huget, un Max Médard n'ont pas la carrière qu'ils ont sans s'être entraînés peut-être un peu plus que de mesure. Mais des exemples particuliers, la particularité au Stade Toulousain, elle n'existe pas forcément. Il y a plus, l'équipe est particulière. Les joueurs ont tout intérêt à rentrer dans cette équipe particulière et se donnent les moyens de rentrer dans cette équipe particulière. D'accord. Alors, celle de musculation, lequel est le plus impressionnant, le plus puissant et celui voilà, qui impressionne le plus ses coéquipiers, tout simplement? Je vais vous faire la même réponse, mais Ouais, aujourd'hui, on n'a pas de garçons. Pareil, on a quelques joueurs qui sont en mesure. Je sais bien que vous avez envie d'avoir des noms, mais honnêtement, dans chacune de ces spécificités, la musculation, c'est pas que de porter des poids forts, c'est les porter vite aussi. Donc, vous avez des garçons de 70 kg, 75 kg, 80 kg, comme Colby, Dupont ou autres, qui ont un réel rapport entre la force et la vitesse qui est colossal. Et puis, vous avez des Charlie Famina, Joe Tekori ou Sofiane Guitoun qui sont des monstres de muscu aussi. Donc, mais il n'y a pas de joueur particulier à vous citer. Je sais bien que je ne réponds pas forcément à vos attentes, mais non, non, mais je... le côté individuel à Toulouse est malheureusement, vous l'entendrez peut-être ailleurs, mais le côté individuel à Toulouse n'est pas forcément ce que l'on cultive. Alors, je vais quand même continuer dans ces questions. Le plus rapide, est-ce qu'il y en a peut-être un? Il y en a plusieurs. Ouais. Le plus rapide du club, pour l'instant, n'est pas un garçon qui a joué encore avec nous. Il s'appelle Nelson Epé, il est sur la liste et c'est un garçon qui est 2001, donc qui va apparaître dans pas longtemps. Et vraiment rapide. C'est le plus rapide. D'accord. Celui qui vraiment, quand il a la balle en main, est le plus habile et peut faire des choses assez hallucinantes balle en main. Mais moi, j'ai la chance d'en avoir plein. Donc, ils sont nombreux à être à l'aise avec leurs mains et particulièrement nos avants qui, je pense, ont la capacité à déplacer ce fameux ballon et à le maîtriser. Mais oui, on a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont à l'aise avec leurs mains et pas un plus que notre. Alors, celui qui est très à l'aise avec sa bouche pour faire quelques vannes bien placées aux entraînements ou dans le vestiaire. Forcément, je vais vous citer les deux anciennes de la ligne de trois quarts pour vous citer des noms, parce que sinon vous n'allez pas en avoir un, que sont Yoann Huget et Max Médard, qui ont toujours cette capacité à piquer là où ça a besoin de l'être pour remettre de l'exigence du haut niveau et de la capacité à évoluer. Est-ce qu'il y a une belle histoire entre deux joueurs qui sont tout le temps ensemble, peut-être à se chambrer ou à se soutenir, voilà, deux joueurs qui sont tout le temps collés Nous, ensemble? on a pas mal de fratries, puisqu'on a les frères Arnold qui sont au club, on a les frères Marchand, on a les frères Ntamak, on a Arthur Bonneval avec son demi-frère, on a beaucoup de fratries au club. Et donc, ça crée forcément du lien parce qu'au-delà des fratries se greffent les amis d'enfance, se greffent les garçons qui côtoient la famille depuis longtemps. Donc, oui, moi, j'ai une fratrie qui pourrait être de 5 ou 6 joueurs, en l'occurrence les frères Marchand, Aldeguerri, Baye, qui sont tout le temps ensemble, comme on a une fratrie avec Beato Movaca, Rodrigue Netti. Donc, on a des vraies histoires de vie
parce qu'on les a voulu un petit peu comme ça, et puis parce qu'elles se sont aussi inventées comme ça aussi au club. Mais on a beaucoup d'histoires qui nous lient par notre culture, mais aussi par notre passé. Et ces fratries amènent aussi beaucoup de liens et beaucoup on va dire, d'état d'esprit familial qui parfois peut être particulier parce que quand on touche à l'un, on touche aux autres, mais aussi qui crée beaucoup de liens entre eux et ils savent ce que c'est que de partager, donner et de se sacrifier. D'accord. Est-ce que dans votre jeune groupe de joueurs, vous décelez déjà un joueur qui, pour vous, a la stature d'un futur capitaine? Parce que vous sentez qu'il y en a un qui dans quelques années, fera peut-être un vrai capitaine, un bon capitaine. Ben, nos capitaines de l'équipe sont des jeunes capitaines, puisqu'aujourd'hui ont été déterminés Julien Marchand, Antoine Dupont, un Thomas Ramos qui peuvent être les leaders de demain. Et ils sont déjà capitaines de l'équipe. Et puis, on a aussi nos anciens, comme Joe Tekori, Jérôme Queneau ou Max Médard, qui assurent l'intérim quand ces jeunes joueurs ne sont pas là. Donc, oui, mais au Stade Toulousain, très rapidement aussi, on a identifié des joueurs comme étant potentiellement des leaders et donc ils ont cette capacité à être très tôt capitaine. D'accord. Et est-ce qu'il y en a un, quand vous discutez avec lui de rugby, quand vous débriefez les matchs, vous vous dites à lui, tiens, il sera peut-être dans quelques années un bon consultant parce il a un regard sur les rencontres qui est assez pointu. Ça, maintenant, on a serré l'œil, ou en tout cas, on a avisé les esprits pour qu'il y en ait de plus en plus. Aujourd'hui, le rugby est devenu aussi beaucoup plus médiatisé et exposé. Donc, ils ont tous quand même cette appétence à communiquer avec certains qui le font un peu mieux que d'autres. Mais il est clair que les joueurs que je vous ai cités auparavant sont des joueurs qui sont à l'aise avec les médias, avec peut-être quelques-uns comme Romain Antoine, qui est Romain Tamac ou Antoine Dupont, qui sont beaucoup plus générationnels sur le sujet et qui maîtrisent totalement la part des médias et la part de leur communication. Donc, très certainement que dans quelques années, mes consultants, c'est bien, mais s'ils peuvent garder un pied euh, pas trop loin des terrains, c'est encore mieux. Parce que de rendre ce que l'on a plus ou moins appris en entraînant pas forcément que le milieu professionnel, mais en entraînant aussi des gosses et des jeunes, c'est plutôt pas mal aussi. Alors justement, je vais rebondir sur votre réponse. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui, lorsque vous échangez avec eux, vous font part de leur intérêt pour le métier d'entraîneur, de manager, qui trouvent que voilà, la transmission, notamment peut-être aux plus jeunes, c'est quelque chose qui les touche, qui leur plaît, et vous sentez que peut-être après, ils seront attirés peut-être par ce métier d'entraîneur? On a déjà cette passerelle-là, cette passerelle qui a été mise en place avec nos jeunes joueurs et notre association et centre de formation, puisque Louis-Benoît Madol et Jérôme Queneau commencent déjà à dispenser des séances chez les jeunes et voire même chez les pros. Donc il y a déjà cette passerelle, puisque mon staff est aussi constitué de beaucoup d'anciens joueurs du Stade Toulousain, comme Jean Bouillou, Clément Patronneau, Virgile Lacombe, je cite que puisqu'ils ont joué et gagné beaucoup cette compétition européenne. Donc oui, il y a cette transmission-là, et il y a cette préparation à entraîner avec les échéances qui doivent être les leurs, à savoir très vite entraîner le monde amateur, très vite se former, parce que c'est important. Et il est évident que ces joueurs-là, s'ils en ont l'opportunité, mais aussi l'abnégation, parce que c'est un métier assez compliqué, entraîneront, mais il me paraît aussi assez clair qu'un Antoine Dupont, qu'un Alexis Balès ou qu'un Cyril Bay seront attirés par ce métier-là.